Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux de vous retrouver dans ce contexte bouillonnant de l'Olympique lyonnais, puisque ce matin, donc on est mardi 21h48, ce matin l'Olympique lyonnais a rendu officiel le départ de Pierre Sage dans un communiqué de presse qui, franchement, il est comment? On peut le décrire comment? On peut dire qu'il est expéditif, qu'il est sans empathie. Environ 10 lignes dans lesquelles l'OL dit texto avoir été contraint de mettre fin aux activités de Pierre Sage et de son staff. Je répète, l'OL est contraint de mettre fin aux activités de Pierre Sage et son staff. Contraint. La contrainte de l'OL. Ouais, bon. Bref, je n'en dirai pas plus, je vous renvoie à ma vidéo d'hier sur la chaîne qui en dit long sur ce que je pense de ce traitement réservé à Pierre Sage qui en tout point me dégoûte. Mais c'est comme ça, show must go on, l'actu OL continue bat son plein puisque le foot, c'est ça, le foot est fait de rebondissements, en bon et en moins bien forcément. Là, c'est un moment qui est plus compliqué pour nous. Sur le plan humain, j'ai quelques réticences, je ne vous le cache pas, mais néanmoins, ça n'exclut pas, je le dis, que l'on accueille correctement le nouveau coach de l'OL qui, selon toute vraisemblance, devrait être Paolo Fonseca, puisque si je me fie à ce que dit l'équipe et à ce qu'a dit aussi RMC, c'est quasiment officiel, ça le sera sûrement demain. Fonseca doit débarquer en avion, donc demain, je crois, sur Lyon avec son staff. Il aura 4 adjoints, notamment un préparateur physique, un coach des gardiens, dont les noms m'échappent, et aussi un certain Paulo Ferreira, qu'on a bien connu puisqu'il était joueur de foot, passé par Chelsea, notamment. Donc voilà, c'est l'actu du jour, le dossier Fonseca. Qui es-tu, Paolo Fonseca? On va en parler en long, en large et en travers durant une grosse quinzaine de minutes pour faire simple. Je vous dirai en gros, thème numéro 1, je vais vous dire qui il est, d'où il vient, son parcours, dans les différents clubs par lesquels il est passé, ses réussites, ses échecs. Vous verrez qu'il y a plein d'anecdotes croustillantes sur lui assez intéressantes. En thème numéro 2, je vous dirai quelles sont ses options tactiques privilégiées. Et vous verrez qu'il a un schéma tactique qu'il adore et qu'il met en place quasiment partout, à Rome, à Donetsk, au LOSC et aussi à Milan et sûrement à l'OL. D'ailleurs, ça collerait bien avec l'effectif que l'on a, ça je tiens à le dire. Et en thème numéro 3, vous verrez que j'ai imaginé une compo d'équipe qui pourrait correspondre avec ce que Fonseca pourrait mettre en place chez nous à Lyon. Mais avant de commencer, pensez les gones au petit pouce qui fait très plaisir, c'est l'instant réclamation, l'instant publicité, je n'aime pas le faire mais il faut le faire, c'est comme ça. Pensez aussi aux petits commentaires sous la vidéo, pensez à activer la cloche et vous abonner si vraiment vous aimez ce que je fais. Premier thème de la vidéo, qui est donc Paolo Fonseca? Qui es-tu mon cher Paolo Fonseca? Alors Paolo Fonseca, il a 51 ans, quasiment 52 ans, né au Mozambique, donc il est portugais de naissance et nationalité, un coach qui, depuis maintenant plus de 10 ans, fait ses œuvres en Europe. Il a commencé en 2012 au Passos de Ferreira, donc jeune coach à l'époque, il avait, mais si mes calculs sont bons, il avait 39 ans, c'est ça, 39 ans. Et à l'époque, il fait une percée folle en D1 portugaise, puisqu'il conduit le Passos de Ferreira dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Rien que ça paraît assez fou pour un tout petit club portugais. Il a réussi l'exploit de les mener vers le plus haut de la D1 portugaise. L'année suivante, il part à Porto, puisque le président de Porto, le charismatique président de Porto, le repère et le fait signer comme coach. Ça se passe moins bien pour lui, et au terme d'une demi-saison très moyenne, il est renvoyé, et tenez-vous bien, il est remplacé par un certain Luis Castro. Alors ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas non plus illogique, mais Luis Castro, ça a été durant 2 saisons, dans mon souvenir, le coach de John Textor à Botafogo, il y a maintenant 2 ans. Et il est parti ensuite en Arabie Saoudite rejoindre et coacher un certain Cristiano Ronaldo. Comme quoi, le monde du foot est petit et les connexions d'hier refont leur apparition aujourd'hui. D'ailleurs, petite parenthèse, ce qui est assez marrant dans l'histoire, c'est que Fonseca est remplacé par Luis Castro en 2014 à Porto dans mon souvenir, et on a appris récemment dans la presse brésilienne que John Textor avait appelé Luis Castro pour prendre des renseignements sur, roulement de tambour, un certain Paolo Fonseca, évidemment. Donc vous voyez comme quoi l'histoire se rejoint, la boucle est bouclée. Entre Fonseca et Castro, il y a une forme de relation à distance qui s'opère depuis quelques années. Alors je reviens à son parcours de coach. Après l'échec de Porto, il repart au Passos de Ferreira. Et là-bas, il fait une très belle saison qui le conduit jusqu'au titre en Coupe du Portugal face à, tenez-vous bien, roulement de tambour, tadam, le FC Porto. Eh ouais, il fait, entre guillemets, la nique au FC Porto. Et ce succès va marquer les clubs européens qui vont tout de suite
le mettre dans le radar, quoi. Ils vont le repérer très vite et il partira dans la foulée au Shakhtar Donetsk pour 3 saisons, couronnées de succès avec beaucoup de qualificatifs positifs pour lui, un jeu qui est très intéressant, une équipe qui marche bien, qui remporte 3 titres d'Ukraine, 3 coupes d'Ukraine en 2017, 18 et 19, bref, carton plein pour Paulo Fonseca, qui réussit vraiment bien en Ukraine. Et dans mon souvenir, il me semble qu'il s'est marié à une Ukrainienne. Voilà, pour l'histoire du passage brillant de Fonseca en Ukraine. Et au terme de l'aventure ukrainienne, Paulo Fonseca décide de partir en Serie A, puisque les sirènes, là encore, retentissent pour lui, et il part à la Roma, le club de la Louve. Et là, le bilan est plus mitigé, il y reste 2 saisons, et il sera remplacé par un certain José Mourinho à la fin de la saison 20-21. Il rejoint les rangs du LOSC, donc en Ligue 1, et la suite de l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. 2 très belles années au LOSC, avec un jeu de très grande qualité, le 4-2-3-1 bien huilé avec Ben Taleb, Angel Gomez, Benjamin André, David, Zegrova, bref, une très belle équipe du LOSC qu'il va conduire première saison 5e de Ligue 1 et seconde saison 4e de Ligue 1. Alors son parcours à Lille, malgré tout, il finit moins bien. Il y a quelques frictions avec Olivier Létang, le courant passe moins bien et le LOSC n'arrive pas à rester dans le top 3 en Ligue 1. Ils sont décrochés. Et d'ailleurs, rappelez-vous à l'époque, on va gagner chez eux au terme d'un match fou, 4-3, j'y étais. Et on a battu donc le LOSC de Fonseca qui progressivement a régressé sur la fin de saison donc dernière. Et là, cette saison, donc courant juin, il part du LOSC et il rejoint le Grand Milan, ce magnifique club mythique. Et à Milan, c'est un échec, pour le coup un vrai échec, puisqu'il se frite sévère avec quelques joueurs du groupe, notamment Théo Hernandez et aussi Rafael Leao, le portugais. Il les met de côté sur le banc durant quelques matchs. Ça se passe pas bien, il n'arrive pas à imposer son style de jeu, sa patte sur l'équipe, et donc le coup près tombe pour Fonseca, il est renvoyé, remplacé par son compatriote, un certain Sergio Conceição. Voilà en gros le bilan de Fonseca en club, un parcours vraiment intéressant, beaucoup de gros clubs, le Shakhtar, la Roma ou encore le Milan, donc vraiment intéressant. En Ligue 1, parcours très convaincant, moi j'ai adoré son Lille, le Lille de Fonseca, un jeu brillant, vraiment très beau à voir. Un jeu léché avec des pistons latéraux qui jouent très très haut, qui sont intelligents, un jeu porté vers l'avant résolument, bref, une équipe plaisante à voir et qui m'a régalé durant 2 saisons en Ligue 1. Donc franchement, en termes de profil de coach, pour moi Fonseca c'est une belle idée, et si ça matche bien avec l'effectif que l'on a, je pense qu'on peut peut-être voir un très bel OL. En tout cas, c'est le vœu que je formule pour Paulo Fonseca, des vœux de réussite, et d'ailleurs je lui dis bienvenue au coach, évidemment. Alors maintenant, en termes tactiques, à quoi donnent lieu les équipes de Paulo Fonseca? Là, il y a clairement un schéma tactique qu'il adore, c'est le 4-2-3-1. Le 4-2-3-1, il l'a mis en place quasiment partout où il est passé, que ce soit au Shakhtar, que ce soit à Porto, à la Roma, à Milan et aussi au LOSC en France. Et si on se réfère à son 4-2-3-1 qu'il avait instauré à Lille, c'était vraiment une belle équipe, avec des profils de joueurs intéressants, des petits gabarits, techniquement très à l'aise, rappelez-vous, Zegrova à droite, Angel Gomez, Benjamin André, David, Haraldsson, bref, une très belle équipe de foot remplie de beaux profils. Il aime beaucoup les profils de joueurs techniques, forts sous pression. Et il explique qu'au Shakhtar, donc en Ukraine, il avait en défense des joueurs comme Ismaili ou encore Dario Serna, des super joueurs, ceux qui ont connu Serna, qui était vraiment un latéral droit de très grande qualité, des joueurs qui sont forts, très forts techniquement. Donc lui, il a besoin de ça. D'ailleurs, c'est un point d'interrogation que j'ai par rapport à ces exigences. Est-ce qu'il aura à l'OL, en défense centrale, le matos pour appliquer son principe de jeu de relance courte, de ligne cassée par la passe dès les lignes arrière? Je m'interroge, on verra bien. On sait que Persach s'est parfois heurté à cette limite-là. Est-ce que ce sera aussi pour Fonseca une limite? On verra bien. Est-ce qu'il pourra bonifier nos lacunes défensives et techniques? Là aussi, on verra bien. Et pour revenir à l'animation de Fonseca du 4-2-3-1, alors là encore, une énorme passerelle, vous allez voir où je vais en venir, entre Fonseca et Pierre Sage. Fonseca, 4-2-3-1, sans ballon. Je dis bien sans ballon, donc 4-2-3-1 théorique. Avec ballon, il l'explique très bien. Il demande souvent à l'un de ses numéros 6 de reculer. Au Shakhtar, il avait comme numéro 6 Stepanenko qui reculait et qui donc transformait l'équipe du 4-2-3-1 vers un 3-4-3 avec ballon. Sacrément intéressant, et d'ailleurs, là encore, il n'y a pas de surprise, c'est exactement ce qu'avait instauré Pierre Sage à l'OL depuis quelques mois. Un schéma liquide 4-3-3, 4-2-3-1 qui, sans ballon,
devient avec ballon un 3-4-3 vraiment intéressant. Et dans l'optique d'un 4-2-3-1 liquide de Fonseca, il lui faudra impérativement, pour moi c'est son poste clé, des latéraux de grande qualité technique qui peuvent occuper des fonctions très très hybrides. Et là, je pense qu'il va être servi. Parce que Tagliafico à gauche, joueur extrêmement intelligent. À droite, Maitland Nice qui peut comme ça devenir se muter en piston, relayeur latéral. Profil aussi intéressant. Les deux, je pense, seront vraiment très centraux, très importants dans le coaching, dans les choix de Paulo Fonseca. D'ailleurs, rappelez-vous, au LOSC, il avait à gauche Ismaili et à droite un client que j'aime beaucoup, qui a été blessé l'an passé, un certain Thiago Santos. Donc franchement, s'il arrive à avoir avec Tagliafico et Maitland Nice de latéraux qui peuvent comme ça occuper le côté, se réaxer, être intelligent, se projeter, être fort dans le 1 contre 1, il sera, je pense, gâté avec ces deux joueurs-là. Dans son 4-2-3-1, le 10 et le 9 doivent aller harceler les deux centraux. Ces équipes doivent être capables, dès qu'elles perdent le ballon, d'opérer un contre-pressing. Et là, il a une consigne que j'aime beaucoup, qui me vraiment plaît beaucoup. Il dit, en 3-4-2-1, je veux que mes deux ailiers de côté, donc ceux qui vont accompagner le numéro 9, soient plus axiaux que latéraux. Donc il veut les réinsérer dans le cœur du jeu. À Lille, on l'a vu. Combien de fois a-t-on vu Zegrova être très très proche de David, repiquer, frapper du gauche? C'était extrêmement fréquent. Il dit que dès qu'on perd le ballon, le numéro 9, les deux ailiers qui sont réaxés et le pivot double, 5 joueurs doivent très vite récupérer le ballon. Il y a une sorte de box au milieu qui se crée, très dense, très compacte, dans le cœur du jeu, et dès qu'on perd le ballon, ces 5 joueurs doivent s'activer pour le récupérer le plus vite possible en 4, 5, 6 secondes. Ça, c'est là encore un principe de jeu que Pierre Sage a voulu mettre en place à l'OL. Il a souvent dit qu'il voulait un pressing intense et contre-pressing intense. On l'a trop peu vu à mon goût. Là, il faut espérer que nos joueurs soient plus en mesure de le respecter, ce pressing qui est tellement important au plus haut niveau. Mais j'ai quelques doutes. Là encore, on sait que Sage s'est heurté aux limites intrinsèques de l'effectif. J'ai souvent évoqué en vidéo des joueurs relativement peu mobiles, assez lents, des coffres physiques petits, des moteurs diesel. Est-ce que Fonseca pourra faire de Matic un joueur de pressing contre pressing? J'ai un doute. Est-ce qu'il pourra transformer Cherki en gros moteur alors qu'on sait qu'il n'a pas une grosse caisse physique? Est-ce qu'il pourra faire de Tolisso un joueur qui pourra répéter des courses H24? On a vu que depuis quelques temps il patinait un petit peu. Il y a plein de questions à se poser et qui moi m'intriguent beaucoup. Voilà, c'est l'un des points d'interrogation que j'ai à l'égard de l'avenir sous Fonseca. Et pour finir, entre Sage et Fonseca, il y a tellement de passerelles en fait. Pour moi, c'est extrêmement évident. Les grands principes de Sage, qu'il a souvent énumérés en conférence de presse, c'est prise de l'espace, profondeur créée par le mouvement, des décalages. Le mouvement, la course crée le décalage. Ça, le bloc relativement haut, protagoniste, on va créer du 1 contre 1 dans le camp adverse, le pressing contre pressing, bref, il y a plein de points communs entre Fonseca et Sage. Je pense que dans les yeux de Textor, Pierre Sage a moins d'expérience, c'est normal, que Fonseca, ça paraît juste évident. Il y en a un qui a 1 an et demi de coaching, l'autre il y en a plus de quasiment 15 ou 20. L'écart, il est énorme entre les deux. Mais surtout, il y a un écart en termes de profil de coach. Il y en a un qui est plus dans le consensus, dans la diplomatie, l'autre qui l'est nettement moins. À Milan, je vous lirai après des propos que m'a envoyé mon ami Tang, qui est fan du Milan AC. À Milan, ça a frité sévère. À Lille, ça a frité sévère avec Olivier Létang. À Milan, il a carré sur le banc durant 4-5 matchs Léao et Théo Hernandez. Rien que ça, vous imaginez. Alors à l'OL, j'ose imaginer, en tout cas j'ose le croire, qu'il va carrer tous ceux qui ne voudront pas respecter son plan de jeu. Et ceux qui diront « Ouais, moi j'ai pas envie de courir, le pressing, ça m'intéresse pas », à mon avis, il leur dira « Écoute mon coco, soit tu respectes ce que je fais, ce que je veux, soit tu dégages. » Et là, est-ce que le vestiaire va le suivre? Est-ce que les joueurs vont le suivre et respecter les consignes? Est-ce que les dirigeants vont l'appuyer fermement? C'est pour moi toute l'énigme de Paulo Fonseca. On verra bien. Alors je reviens à l'expérience du Milan, parce que beaucoup s'inquiètent en disant « Oui, mais à Milan, c'était un fiasco total, il n'a pas duré longtemps, à peine 4 mois, boum, il a été éjecté. » C'est vrai, ça arrive. Voilà, parfois, il y a des matchs qui ne se font pas entre les coachs et les clubs, ça arrive. Mais je vous lis les propos que m'a envoyé mon pote Tang. « Écoute, Mika, à Milan, ça n'a pas marché. Je pense que la marche était trop haute pour Fonseca, à mon sens. En revanche, ça reste un très bon coach pour l'OL. À Milan, ce qu'il a... Alors, il a mis un mot plus cru que le mien. À Milan, ce qu'il a handicapé, pour rester poli, c'est qu'il s'est vite mis le vestiaire à dos, car on a des... Là encore un petit mot un peu cru, on a des starlets, voilà, pour être plus sympa que mon pote, des starlets de joueurs qui, dès que le coach les bouscule, font des caprices. Voilà ce que m'écrit
Tang. Et il fait référence directement, je pense, à Théo ou encore Leao, les joueurs qui ont été en conflit ouvert avec Paulo Fonseca. Et il poursuit en me disant la pression au club, donc à Milan, et de l'environnement italien, qui au quotidien s'acharnait sur lui, ne l'a pas aidé, car il est allé contre ses principes de jeu. C'est un bon coach, mais il s'est perdu un petit peu tout seul. Je pense juste que ce n'était pas le bon contexte pour Paulo Fonseca. Voilà en gros ce qu'il me dit. Et il poursuit, il conclut en disant « Moi, ce que j'ai aimé de lui, c'est qu'il ne se cachait pas, et qu'il n'avait aucun traitement de faveur envers qui que ce soit. » Donc on a vraiment un coach qui est plein de tempérament, un vrai caractère, quelqu'un qui va, je pense, mettre un peu plus peut-être de poigne et d'emprise sur le vestiaire. Ça, c'est l'avis d'un supporter côté Milan sur l'échec donc de Fonseca au Milan. Mais je ne me suis pas arrêté en si bon chemin, il me fallait aussi l'avis de quelqu'un qui l'a bien connu durant 2 saisons dans son club, notamment dans le Nord, dans les Hauts-de-France, un certain Le Petit Lillois présent sur X Twitter. Je mets à l'écran son compte pour aller le follow et le suivre et l'encourager. Quelqu'un de très grande qualité, super sympa aussi. Vraiment une très belle rencontre aujourd'hui que j'ai faite avec lui. On a un petit peu discuté sur les différentes caractéristiques de Fonseca, les points forts, points faibles, ses exigences, son profil de coach, son jeu. Et j'ai eu plein d'éléments à vous transmettre super intéressants. De ce que je retiens, c'est un coach qui peut développer des relations vraiment presque fusionnel avec des joueurs. C'est le cas avec Zegrova. Zegrova-Fonseca, c'est une relation quasiment paternelle. Vraiment intéressant. Alors parfois, ça l'est moins avec d'autres joueurs, mais il sait aussi comme ça créer des relations assez fortes avec quelques cadres de l'équipe. Et on m'a dit, en termes de jeu au LOSC, son projet était clair. C'était vraiment de la base arrière, gardien, les 2 centraux, penser le jeu, créer le jeu, construire le jeu. C'est vraiment une consigne qui est systématique. Il n'aime pas les longs ballons envoyés en kick and rush. Pas du tout, il faut construire. Et on m'a dit, Mika, bien souvent, au LOSC, il demandait à Chevalier de trouver sur un décalage au pied, donc un jeu au pied risqué, quelqu'un de démarqué pour initier l'action. Et même plus que ça, au LOSC, il demandait à ses 2 centraux, donc à l'époque il y avait Yoro en défense centrale, il leur demandait qu'ils prennent des risques à la relance pour casser des lignes et trouver des chances de bonne passe. Ça m'interpelle. Est-ce qu'à l'OL il pourra trouver un équivalent ? J'ai quelques doutes. Alors je poursuis aussi ce que m'a dit le petit Lillois. Il m'a dit, tu verras par contre Mika, il y a quelques inconvénients, quelques défauts. Et j'ai dit, ah bon, lesquels ? Et il me dit, alors, rayon défaut, c'est quelqu'un qui est parfois un petit peu, même carrément, jusqu'au boutiste. Autrement dit, il a un plan de jeu en tête, il a une philosophie, et il n'en déroge pas. Ce qui fait que même s'il va dans le mur, il aura du mal à faire machine arrière. Au LOSC, saison numéro 1, l'équipe a encaissé beaucoup de buts, ce qui fait que saison numéro 2, il a un petit peu changé quelques petits réglages, et là c'était beaucoup plus compact et dense défensivement. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment des principes clairs qu'il veut impérativement formuler. Et côté Milan, on m'a dit la même chose. On m'a dit c'est quelqu'un qui a insisté, qui voulait vraiment mettre en place des principes de jeu systématiques, habituels, routinisés, et ça a pu un petit peu bloquer. Est-ce qu'à l'OL il sera pragmatique ou pas? On verra bien. Autre point de critique qu'on m'a formulé sur Fonseca, on m'a dit, attention, c'est quelqu'un qui, en termes de goût de joueur, est extrêmement exigeant. Autrement dit, il aime bien les bons joueurs de foot techniques qui correspondent à son profil, son plan de jeu. Et on m'a dit 2 exemples. On m'a dit, quand le LOSC recrute Zedatka, donc latéral droit qui était à l'époque à Clermont, ils prennent Zedatka plus Jonas Martin. Et Fonseca ne les voulait pas. Parce que pas adapté, pas ce qu'ils voulaient, ils ne les voulaient pas, et ils n'ont quasiment pas joué. Alors c'est vrai, je me rappelle très bien, Zedatka avait quasiment tout le temps ciré le banc. Et c'est quelqu'un qui peut comme ça se braquer et dire non, je ne le veux pas, ce n'est pas mon joueur, il ne jouera pas. Alors dans l'optique multiclubiste, Botafogo, OL, Molenbeek, avec un président qui est interventionniste, les passerelles entre les clubs, est-ce qu'il va oser dire non? Est-ce qu'il va se conformer à ce que Textor veut? C'est pour moi l'une des grandes questions relatives à Fonseca. En tout cas, un profil de coach intéressant, c'est vrai, mais qui pose quand même quelques petites questions. Et enfin, 3e thème de la vidéo, à quoi peut-on s'attendre à l'OL? Alors, je l'ai dit, schéma préférentiel 4-2-3-1, j'ai en tête un schéma que je vous dévoile à l'instant et que je pense que l'on pourra voir chez nous. Typiquement, j'imagine au cage Lucas Perry à droite, comme à gauche, deux latéraux qui sont indispensables. À gauche, Tagliafico, à droite, Maitland-Niles. Les deux auront un rôle prépondérant sous Fonseca parce qu'ils vont devoir contribuer au jeu comme sous Pierre Sage. La question, c'est charnière centrale. Pour moi,
il n'y a pas 10 000 solutions, ça va être Mata, Niakate. À défaut de mieux, ce sera les deux, je pense. Et dans le cœur du jeu, là par contre, il y a peut-être matière à discuter. Moi, quand il était à la Roma, il avait un joueur qu'on connaît bien, qui est Veretout, qui l'utilisait comme joueur de projection. En pivot double 4-2-3-1, il devait se projeter et créer devant de vraies différences par la course, contribuer à se projeter et créer du jeu. Je pense qu'à l'OL, il le demandera à Tolisso. Donc en pivot double 4-2-3-1, j'imagine Tolisso, et à ses côtés, je l'imagine très mal se priver de Matic. Donc pour moi, Matic-Tolisso. Ce qui pose une question en termes de mobilité, de répétition des efforts, des courses, mais là, ce sont les limites auxquelles s'est heurté aussi Pierre Sage. À gauche, pour moi, il n'y a pas trop de débat à Fofana. À droite, j'imagine vraiment dans ce rôle de meneur excentré qui va se réaxer comme le demande Fonseca. Cherki, ça me paraît juste logique. Et là, je pense qu'il y aura un vrai coup, un vrai pari, un coup de poker que tentera Fonseca. Je pense qu'on verra dans un rôle un petit peu à la Angel Gomez, Thiago Almada. Ce joueur créatif, libre, comme à Lille pour Angel Gomez, qui pourra comme ça contribuer au jeu, reculer, décrocher, venir soulager la défense, être fort sous pression. Ouais, Thiago Almada, j'imagine vraiment, en plus en 3-4-2-1, il sera là pour accompagner devant Lacazette ou Mikotadze. Vraiment, ça colle bien. Moi, j'imagine bien en 3-4-2-1 avec ballon, donc 4-2-3-1 sans ballon, 3-4-2-1 avec ballon. J'imagine vraiment devant un trio qui serait en soutien du numéro 9, Almada plus Cherki, sur les côtés deux pistons assez excentrés, à gauche Fofana qui prend le côté, à droite Maitland-Nice, ça me paraît vraiment cohérent. Et en pointe, là je pense qu'il y aura un vrai dossier, dans l'optique où Fonseca demande un numéro 9 qui crée par la course des mouvements comme David Olosk. David crée beaucoup de brèches parce qu'il court beaucoup, il est généreux, parfois un peu brouillon, mais il crée beaucoup d'occasions pour ses coéquipiers. À mon sens, c'est le profil quasiment parfait avec Mikotadze. Et je crois que là, il y aura un vrai problème qui colle bien au choix de Textor, de remise en cause des statuts, notamment de Lacazette. On verra bien, mais pour moi, là, il y a un dossier épineux. Quid Lacazette ou Mikotadze? Je pense qu'il y en a un qui prendra sur l'autre l'avantage, et ce sera pour moi Mikotadze. On verra bien. Je peux me tromper, mais c'est comme ça que j'imagine. Donc 4-2-3-1, si je répète, Perry, Maitland-Nice, Mata, Niakate, Tagliafico, Tolisso, Matic, en 10, Almada, à droite Cherki, Fofana à gauche et en pointe, Georges Mikotadze. C'est comme ça que j'imagine l'OL sous Paulo Fonseca. En tout cas, pour faire simple, si je résume rapidement, pour moi, entre Fonseca et Sage, il n'y a pas de révolution. Ce n'est pas une rupture, c'est un prolongement, une continuité, une évolution et pas une révolution. En termes de profil de coach, on a deux coachs qui aiment bien le 4-2-3-1, 4-3-3, qui aiment bien une équipe qui est en mouvement, pressing contre pressing, bloc haut, protagoniste, maîtriser les débats. Il y a plein de connexions entre les deux, plein de passerelles entre les deux. Donc pour moi, il n'y a pas de révolution, pas de rupture. Mais néanmoins, en termes de caractère, là, on a affaire à quelqu'un qui va, je pense, prendre la parole et parfois un peu trancher dans le vif. Donc on verra bien, mais j'ai quelques incertitudes. Quoi qu'il en soit, Paulo Fonseca, bienvenue Mister, bienvenue à l'OL. Que le parcours soit brillant et plein de satisfaction pour nous et pour vous. Et je l'espère, un Noël qui sera tout en haut d'ici quelques semaines en Ligue 1 et en Europa League. Les gones, pensez au pouce. Dites-moi tout en commentaire, est-ce que pour vous, Fonseca est le coach idoine parfait pour l'OL à l'instant T? J'attends vos réponses en commentaire. À bientôt, allez l'OL toujours, évidemment, plus que jamais. Ciao, ciao.